Pendant des siècles, une règle non écrite a gouverné les marchés financiers mondiaux. Quand Washington parle, les marchés écoutent. Quand le Moyen-Orient tremble, le pétrole flambe. Et quand ces deux forces se retrouvent face à face, quelque chose d'autre se produit, quelque chose que la plupart des investisseurs ne voient jamais venir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce qui se passe aujourd'hui entre Washington et Téhéran n'est pas simplement une tension géopolitique de plus, c'est un signal. Un signal que les traders institutionnels lisent en silence, pendant que le grand public fixe les gros titres sans comprendre ce qui se joue réellement derrière. Et ce signal, il touche directement ton portefeuille, tes économies, le prix que tu pèses à la pompe, le coût de ton crédit immobilier et la valeur de tes actifs demain matin. Alors voilà la vraie question que personne ne pose. Pourquoi les marchés restent-ils aussi calmes en apparence, alors que les fondamentaux économiques envoient des alertes dans tous les sens? Pourquoi le S&P 500 résiste encore, alors que la géographie du risque s'est complètement redessinée? Et surtout, qui profite réellement de cette instabilité? C'est ce qu'on va déconstruire aujourd'hui. Pas les discours politiques, pas les déclarations officielles, uniquement ce que ça signifie pour les marchés, pour les flux de capitaux, et pour toi en tant qu'investisseur. Commençons par le pétrole, parce que tout commence là. Le détroit d'Ormuz, c'est un corridor de 33 km de large, 33 km qui contrôlent environ 20% du pétrole mondial, 20% de l'offre globale qui transite chaque jour par ce point de pression. Si ce corridor est perturbé, même temporairement, même partiellement, les répercussions ne se limitent pas au prix du baril. Elles se propagent comme une onde de choc à travers les chaînes d'approvisionnement mondiales, les coûts de transport maritime, les marges des entreprises industrielles, et directement dans les chiffres d'inflation des grandes économies. Le marché le sait. C'est pour ça que chaque fois que la rhétorique monte d'un cran entre Washington et Téhéran, les contrats à terme sur le Brent réagissent, avant même que les analystes aient eu le temps de publier leurs notes. C'est du trading pur, de l'anticipation brute. Et là où ça devient vraiment intéressant pour toi, c'est que la structure du marché pétrolier a changé. Les États-Unis sont devenus un exportateur net de pétrole. Ce qui veut dire qu'une hausse des prix du brut ne joue plus exactement le même rôle qu'il y a 20 ans. Pour l'économie américaine prise dans son ensemble, une hausse modérée des prix de l'énergie peut être bénéfique pour certains secteurs, l'énergie, le GNL, les parapétroliers, tout en frappant de plein fouet les consommateurs et les entreprises manufacturières. C'est une contradiction interne que les marchés doivent digérer en temps réel. Est-ce que tu penses que cette asymétrie est déjà intégrée dans les valorisations actuelles? C'est une vraie question à se poser, parce que si ce n'est pas le cas, il y a potentiellement une erreur de pricing. Et les erreurs de pricing finissent toujours par se corriger, parfois brutalement. Maintenant, parlons des sanctions, parce que les sanctions économiques, c'est l'arme silencieuse de cette confrontation. Et leur impact financier est souvent sous-estimé par les investisseurs particuliers. Les sanctions américaines contre l'Iran ont déjà considérablement réduit les exportations pétrolières iraniennes, mais pas jusqu'à zéro. L'Iran continue d'exporter via des circuits informels, des pétroliers fantômes, des intermédiaires asiatiques. Ce pétrole arrive sur les marchés, notamment en Chine, à prix discount. Et ce discount crée une distorsion de marché que les analystes traditionnels peinent à modéliser correctement. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que chaque renforcement des sanctions pousse davantage de pétrole vers des circuits non officiels, ce qui renforce paradoxalement les relations commerciales entre l'Iran et certaines économies asiatiques, notamment la Chine. Et ces relations ont des conséquences directes sur la dynamique du dollar comme monnaie de règlement des échanges énergétiques mondiaux. C'est là qu'on touche à quelque chose de fondamental. Quelque chose que la plupart des médias financiers grand public n'osent pas vraiment creuser. La dédollarisation du commerce énergétique mondial est en train de s'accélérer. Discrètement, progressivement, mais de manière structurelle. Chaque transaction pétrolière réalisée hors du système dollar érode très légèrement, mais réellement, la demande globale pour la devise américaine. Ce n'est pas une révolution qui se passe du jour au lendemain. C'est une évolution lente, comme la montée des eaux. Et quand les investisseurs réalisent l'ampleur du changement, il est souvent trop tard pour ajuster leur exposition. Si tu suis cette chaîne depuis un moment, tu sais que ce type d'analyse, celle qui relie les événements géopolitiques aux grandes tendances de marché avant qu'elles deviennent évidentes, c'est exactement pour ça qu'on est là. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner, parce que ce genre de décryptage, on le fait régulièrement. Revenons au marché. Parlons de la réaction des actifs refuges, parce que c'est là que se lie vraiment le niveau de peur des investisseurs institutionnels. L'or. Depuis les premières escalades de rhétorique entre Washington et Téhéran, le métal jaune a montré des signes de tension haussière. Pas encore un mouvement panique, mais une pression constante vers le haut. Les flux vers les ETF or ont augmenté. Les positions longues sur les contrats à terme or ont progressé. Ce ne sont pas des comportements de détail, ce sont des mouvements institutionnels.
Parallèlement, les bons du Trésor américain à court terme continuent d'attirer des capitaux. Ce qu'on observe, c'est un double mouvement assez rare. Des investisseurs qui achètent à la fois de l'or et des T-bills. Ce mélange, c'est le signal d'une incertitude profonde. Pas la peur panique qui fait tout vendre, mais la prudence méthodique qui dit « on ne sait pas vraiment ce qui vient, alors on se couvre sur plusieurs fronts ». Et les marchés actions dans tout ça? C'est là que la situation devient presque paradoxale. La volatilité implicite, mesurée notamment par le VIX, reste relativement contenue par rapport à l'intensité des tensions verbales qu'on observe. Comment expliquer ce gap? Plusieurs théories coexistent. La première, les marchés croient que la confrontation Washington-Téhéran restera dans le domaine des mots et des sanctions, sans escalade militaire réelle. C'est le scénario de base que pressentent les marchés aujourd'hui. La deuxième théorie, plus préoccupante, les marchés sont tout simplement en retard. Ils intègrent mal l'information. Et quand la réalité finira par s'imposer, la correction sera violente et rapide. Laquelle de ces deux théories tu penses qu'on vit actuellement? Dis-le en commentaire. Sérieusement, parce que la réponse à cette question détermine entièrement comment tu dois positionner ton portefeuille dans les semaines qui viennent. Parlons maintenant d'un angle que très peu d'analystes évoquent, l'impact sur les marchés obligataires émergents. Quand les tensions au Moyen-Orient montent, les capitaux ont tendance à fuir les marchés émergents pour se réfugier dans des actifs perçus comme plus sûrs. Ce mouvement crée une pression sur les devises émergentes, pousse les taux obligataires à la hausse dans ces pays et complique considérablement le refinancement de leurs dettes. Des pays comme la Turquie, l'Égypte, le Pakistan, qui ont déjà des situations budgétaires fragiles et des niveaux de dette élevés, sont particulièrement exposés à ce type de choc externe. Et quand ces économies vacillent, ça crée des effets dominos qui finissent par atteindre les banques européennes exposées à ces zones, puis les marchés du crédit en général. C'est la mécanique cachée que personne ne t'explique. Tout est connecté. La rhétorique entre Washington et Téhéran ne reste pas confinée au Moyen-Orient. Elle voyage à travers les flux de capitaux, les spreads de crédit, les courbes obligataires, jusqu'à toucher les classes d'actifs qui semblent a priori n'avoir aucun lien avec le Golfe Persique. Il y a aussi la question du dollar lui-même. Dans les épisodes de stress géopolitique intense, le dollar a historiquement tendance à se renforcer. C'est le réflexe refuge classique. Mais cette fois, le contexte est différent. Les États-Unis font face à un déficit budgétaire massif. La Fed a relevé ses taux de manière agressive, créant des tensions dans le système bancaire. Et la crédibilité du dollar comme monnaie de réserve est, pour la première fois depuis des décennies, ouvertement questionnée par plusieurs grandes économies. Un dollar fort dans ce contexte, c'est une lame à double tranchant. Il attire les capitaux à court terme, mais il comprime les exportations américaines, il aggrave la dette des pays émergents, et il crée des tensions commerciales supplémentaires avec les partenaires économiques des États-Unis. C'est un équilibre extrêmement instable. Et voilà ce que les smart money, les fonds souverains, les grandes familles d'investissement qui gèrent des centaines de milliards, ce qu'ils regardent réellement. Pas les déclarations officielles, pas les communiqués de presse. Ils regardent la structure des flux. Où va l'argent réellement? Quel marché absorbe des capitaux en silence? Quelle devise s'apprécie sans raison apparente? Parce que sur les marchés, la vérité n'est jamais dans ce qu'on dit. Elle est dans ce qu'on fait avec son argent. Et là, ce que les données se montrent, c'est une rotation discrète vers certains actifs réels. L'or, les matières premières énergétiques, certaines infrastructures, et un début de repositionnement hors des obligations longues. Ce n'est pas encore massif, mais la direction est claire. On arrive maintenant à la partie qui te concerne directement en tant qu'investisseur. Parce que analyser c'est bien, mais comprendre ce que ça implique pour tes décisions, c'est mieux. Le premier enseignement de cette situation, c'est que la diversification géographique de ton portefeuille n'est plus optionnelle. Si ta vision des marchés est encore trop concentrée sur un seul bloc économique, que ce soit les États-Unis, l'Europe ou l'Asie, tu es exposé à des chocs asymétriques que tu ne vois pas venir. Le deuxième enseignement, les matières premières méritent une place dans ta réflexion d'allocation. Pas nécessairement comme position spéculative, mais comme couverture structurelle. Dans un monde où les tensions sur l'offre énergétique peuvent surgir à tout moment, avoir une exposition partielle à des actifs liés à l'énergie ou aux métaux précieux, c'est une forme d'assurance de portefeuille. Le troisième point, peut-être le plus important, la liquidité. Dans les périodes de forte incertitude géopolitique, la liquidité est une position à part entière. Garder une portion de cash, pas par peur mais par opportunisme, te permet de te positionner rapidement quand les marchés créent des entrées intéressantes lors des corrections. La vraie erreur que font la plupart des investisseurs particuliers dans ce type d'environnement, c'est de réagir aux nouvelles plutôt qu'aux données. Ils vendent dans la panique quand les gros titres s'emballent et ils achètent dans l'euphorie quand tout semble calme. C'est exactement l'inverse de ce que font les investisseurs professionnels.
Si tu devais choisir aujourd'hui entre renforcer ton exposition aux matières premières énergétiques ou rester en cash en attendant plus de clarté, qu'est-ce que tu ferais? C'est une vraie décision que beaucoup doivent prendre en ce moment. Partage ton raisonnement en commentaire, parce que les échanges sur ce type de stratégie sont souvent plus instructifs que n'importe quelle analyse. Il faut aussi parler du risque systémique. Parce que, au-delà des mouvements de marché à court terme, ce que la confrontation Washington-Téhéran révèle, c'est une fragilité structurelle du système financier mondial. Un système construit sur des équilibres géopolitiques qui ont été largement stables pendant 3 décennies et qui sont maintenant remis en question simultanément sur plusieurs fronts. On parle d'un monde où les chaînes d'approvisionnement sont encore fragilisées post-pandémie, où l'inflation, bien qu'en recul, reste au-dessus des cibles des banques centrales dans la plupart des grandes économies, où les taux d'intérêt élevés pèsent sur la croissance et les bilans bancaires, et où, sur ce tableau déjà complexe, on superpose maintenant un risque géopolitique de premier ordre au Moyen-Orient. Le système financier mondial peut absorber chacun de ces chocs individuellement. La vraie question, et c'est la question que posent en coulisses les économistes du FMI, les stratèges des grandes banques d'investissement, les gérants des fonds souverains, c'est: que se passe-t-il si plusieurs de ces chocs se manifestent simultanément? C'est ce scénario de stress combiné que les modèles de risque traditionnels sous-estiment chroniquement. Et c'est précisément ce scénario que les marchés, avec leur calme apparent, semblent aujourd'hui refuser de pricer. Ce qu'on vit en ce moment, c'est une de ces périodes rares où la surface des marchés masque une profonde reconfiguration des équilibres économiques mondiaux. Ceux qui comprennent cette reconfiguration en avance prennent des positions structurelles qui payeront sur le moyen terme. Ceux qui restent focalisés sur les gros titres du jour risquent de se retrouver en réaction perpétuelle, toujours un temps en retard sur ce qui s'est déjà joué. L'histoire des marchés financiers est une succession de moments où la majorité regardait dans la mauvaise direction. Les crises de 1997, 2008, 2020, toutes ont été précédées de périodes où les signaux étaient là, lisibles, disponibles, mais ignorés parce qu'ils n'étaient pas encore dans les gros titres. Aujourd'hui, les signaux sont là, pas encore dans les gros titres. Pas encore dans le consensus des analystes, mais dans les flux de capitaux, dans les courbes de taux, dans les positions sur les matières premières, dans les réserves de change des banques centrales. Pour ceux qui savent où chercher. La vraie question n'est donc pas de savoir ce que Washington et Téhéran vont décider politiquement. La vraie question, c'est: dans quel monde économique vivrons-nous dans 12 à 18 mois si les tensions actuelles restent à ce niveau ou s'intensifient? Et comment ton portefeuille est-il positionné pour naviguer dans cet environnement? C'est ça, la vraie analyse de marché. Pas les réactions à chaud, pas les prédictions spectaculaires, une lecture froide, structurée, des forces économiques à l'œuvre, et une stratégie qui s'adapte à l'incertitude plutôt que de la nier. Si cette approche t'a apporté quelque chose aujourd'hui, si tu vois les choses différemment après ces quelques minutes, alors dis-le en commentaire. Pas pour moi, mais parce que les discussions qui émergent sous ces vidéos sont souvent d'une richesse rare, et que chaque point de vue nouveau fait avancer la réflexion collective. Et si tu penses à quelqu'un dans ton entourage qui investit, qui s'intéresse au marché, qui cherche à comprendre ce qui se joue vraiment dans l'économie mondiale, partage cette vidéo avec lui. Parce que ce type de lecture, elle ne se trouve pas dans les médias traditionnels. Et dans un monde où l'information est la première forme de capital, la partager, c'est déjà un avantage.